Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03. D'une minute à l'autre, nous allons découvrir le plan chasse du gouvernement, les décisions prises par le gouvernement pourquoi ? Eh bien, pour mieux partager l'espace public, l'espace naturel. La chasse a-t-elle encore un avenir en France ? Quel compromis trouver avec la société ? Comment partager l'espace naturel ? Est-ce que la chasse est une privatisation de la nature ? Ces questions, nous allons les poser. Nous allons aussi réfléchir à ce qui se fait ailleurs dans le monde et notamment en Europe, des jours sans chasse. Ça existe en Angleterre, au Pays de Galles, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Italie et au Portugal, un ou plusieurs jours sans chasse. Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? C'est un débat que nous ouvrons ce matin. C'est le débat que nous ouvrons ce matin entre 11h et midi sur Sud Radio avec nos invités. Michel Gauthier-Clerc, qui est vétérinaire, docteur en écologie, auteur de Les chasseurs ont-ils tué la chasse aux éditions Delachaux et Niestlé. Bonjour Michel Gauthier-Clerc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à distance, par Zoom. Nous avons dans notre studio Christophe Marie, qui est porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Nicolas Rivet, qui est directeur général de la Fédération nationale des chasseurs. Bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Bonjour à tous. Bien, nous allons débattre donc tous ensemble et je vous invite à participer au débat. 0826 300 300, ce n'est pas compliqué. Vous appelez et vous êtes à l'antenne, évidemment. Nous avons avec Félix Mathieu un œil sur les mesures attendues du gouvernement qui vont être présentées dans quelques minutes. Mais je voudrais revenir sur le nombre d'accidents de chasse qui est en baisse, c'est vrai, ces 20 dernières années. Le nombre d'accidents est en baisse, mais on compte davantage de victimes collatérales. Félix Mathieu. 90 accidents de chasse recensés par l'Office national de la biodiversité sur la dernière saison 2021-2022. C'est un peu plus que la saison précédente où il y en avait eu 80, mais c'est 2 fois moins qu'au début des années 2000 où on comptait le double, environ 180 accidents de chasse par saison. La tendance est similaire pour les accidents mortels, divisé par 3 par rapport au début des années 2000. De près de 30 par saison, ils sont passés à 8 la saison dernière. Une baisse assez nette donc. Mais l'Office s'alarme en revanche de la hausse récente des victimes collatérales des tirs en direction des sentiers, des habitations et des routes, surtout lors de la chasse au petit gibier où ils ont causé 32% des accidents sur la dernière saison contre 15% la saison précédente. Sur les 8 décès recensés la saison dernière, 2 ne participaient pas à la battue. Une promeneuse de 25 ans tuée en février 2022 sur un sentier de randonnée du Cantal par une chasseuse de 17 ans. Et puis un automobiliste de 67 ans touché lui en novembre 2021 dans sa voiture près de Rennes. Bien, comment partager l'espace public ? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire la chasse le dimanche ? On va ouvrir le débat, et je vais ouvrir le débat avec Christophe Marie, qui est favorable à une interdiction de la chasse au moins un jour par semaine. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez rappelé, il y a beaucoup de pays européens qui ont déjà statué sur la question. La France l'avait fait en 2000 avec Dominique Voynet, qui avait instauré les mercredis sans chasse. Malheureusement, 3 ans après, Roselyne Bachelot avait annulé cette décision. Mais à l'époque, lorsque la décision avait été prise de instaurer un jour sans chasse, il n'y a pas eu d'opposition forte, contrairement à Willy Schren aujourd'hui, qui laisse entendre que la ruralité va sortir dans la rue. La ruralité, en plus, c'est vraiment déjà détourné le sens de la question, puisqu'on le sait, les opposants aux chasseurs sont plus nombreux justement dans les communes rurales, puisqu'ils sont les premiers à subir ces méfaits. Donc effectivement, instaurer un jour sans chasse, ça nous semble tout à fait logique. Mais quel serait le bénéfice de l'instauration d'un jour sans chasse ? Le bénéfice, déjà, quand on voit que près de la moitié des accidents ou incidents se traduisent, se réalisent le dimanche. 46% des accidents le dimanche, 25% le samedi. Voilà. Donc, voilà, vous avez les chiffres en eux-mêmes. Donc, effectivement, les chasseurs disent oui, mais la semaine on travaille. Et les personnes qui profitent aussi de la forêt ou de la campagne travaillent également le dimanche. Donc, travaillent tout le long de la semaine, je veux dire. Donc, qui peuvent aussi profiter le dimanche d'un espace
où ils ne risquent pas de recevoir une balle perdue. Bien, nous avons le plan chasse du gouvernement qui vient de tomber. Il n'y aura pas de journée sans chasse. Oui, ça se confirme. Vous n'êtes pas surpris. Ah bah c'est pas du tout une surprise, puisque de toute façon, c'est bien Oui. qu'Uli Schrein, je ne sais pas pourquoi il n'est pas ministre de l'écologie, puisque c'est lui qui fait la politique du gouvernement très clairement. Et on a travaillé avec le ministère de l'écologie où on nous a dit qu'effectivement il y avait une possibilité de travailler sur cette option, mais que l'Élysée et Emmanuel Macron personnellement s'y opposaient. Donc ça, c'est absolument choquant, absolument scandaleux. Je ne sais pas pourquoi le président de la République est à ce point soumis par rapport aux chasseurs qui sont une minorité, qui sont très peu nombreux en France. Et donc, il y a une majorité de Français, très large majorité de Français qui demandent à ce qu'il y ait des jours sans chasse. Et à côté de ça, Macron baisse son pantalon en permanence devant Willy Schrein et Thierry Coste, qui est quand même le lobbyiste des chasseurs, mais aussi des armes, et qui est le premier à dire que, effectivement, prétendre que défendre la chasse et défendre la ruralité, c'est un argument fallacieux. Donc, il se moque, que ce soit Coste ou Schrein qui dit qu'il n'en a rien à foutre de réguler, il se moque ouvertement de Macron, et Macron leur lèche les bottes. Moi, je ne comprends pas. Bien, Nicolas Rivet, qui est le directeur général de la Fédération nationale des chasseurs, va répondre. Mais nous avons donc ce plan. Que dit-il, mon cher Félix Mathieu? Eh bien, que dit-il? Ça se confirme, Jean-Jacques. Le gouvernement écarte donc cette idée d'une journée sans chasse, d'un dimanche non chassé par exemple. Par contre, il veut mieux encadrer la pratique avec la volonté d'interdire la chasse sous l'emprise de l'alcool, renforcer aussi les règles de sécurité. Le gouvernement qui confirme aussi cette idée de mettre en place une application sur smartphone pour permettre aux chasseurs de signaler où ils sont et aux promeneurs peut-être d'éviter les zones en question. Bien, alors nous allons poursuivre ce débat qui est bien lancé puisque nous avons eu les informations en cours de débat. Nicolas Rivet, vous répondez à Christophe Marie. N'est-il pas regrettable qu'un jour sans chasse, pourquoi ne pas instituer un jour sans chasse en France ? Pourquoi ne pas le faire? Alors en fait, ça en quoi existe... c'est gênant pour les chasseurs d'ailleurs? En fait, ça existe déjà, parce que en fait, si vous regardez bien en zone périurbaine, autour des grands centres urbains, il n'y a pas de chasse dans les forêts domaniales et les forêts communales. Donc les gens peuvent se promener les week-ends, c'est pas uniquement le dimanche, les week-ends. Et souvent, la chasse est instaurée le lundi, le mardi ou le jeudi dans ces forêts qui sont périurbaines. Et forêts communales. Qui sont périurbaines, mais c'est celles en fait où les gens vont se promener, la plus grande partie des gens vont se promener. Après ça, si on revient notamment sur le dimanche, c'est une activité de loisir. Donc une activité de loisir, la chasse est une activité de loisir, une activité de passion. Nous sommes des passionnés, nous connaissons la nature, mais comme c'est une activité de loisir, elle se pratique mécaniquement les week-ends et notamment les dimanches. Donc mais comme le vélo ou comme tout à fait. De la même manière. C'est pour ça qu'on a instauré un dialogue avec les autres associations d'usagers, la Fédération française de randonnée, le cyclotourisme, la Mountain Bike Foundation, l'équitation, la course d'orientation, l'alliance qui a été créée des sports de loisirs et nature avec Pascal Grisot, le président de la Fédération française de golf, à sa tête. Et en fait, l'ensemble de ces associations, quand on les écoute, et il y a eu une réunion chez la ministre le 29 novembre dernier, elle a posé la question, est-ce qu'il faut instaurer ce jour sans chasse? La réponse a été unanime de la part de toutes ces associations d'usagers. Non. Parce que qu'est-ce que ça veut dire interdire? On est encore dans cette société de l'interdit, cette multiplication des interdits qu'on veut mettre en place. Mais alors ça veut dire que le samedi est un jour réservé aux chasseurs? Ça veut dire que les autres usagers de la nature n'iront plus dans la nature le samedi? Mais qu'est-ce que c'est que cette société? Autant, nous on est pour la cohabitation, on est pour développer ce dialogue. Il y a des efforts à faire et ça on en est bien conscient. On parlera peut-être des applications et on va en parler. On va venir dessus. Mais il y a des efforts à faire dans la concertation, dans le dialogue pour limiter les conflits d'usage. Mais ça semble nécessaire. Après ça, rappelons aussi que la forêt, que 75% de la forêt est privée. C'est ce que vous avez noté d'ailleurs tout à l'heure dans votre introduction. Donc interdire la pratique de la chasse quand on est chez soi, ça ne veut pas dire que les gens vont aller se promener dans la forêt de ces particuliers-là. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Le problème, c'est que souvent les chasseurs ne demandent pas non plus aux propriétaires des forêts qui ne sont pas clôturées une permission de chasser. Moi, je connais ça par cœur. Ça dépend où en fait. Ça dépend où, oui.
Oui, mais justement, ça dépend où. C'est tout le problème, peut-être. Bien, Michel Gauthier-Clerc, vous êtes vétérinaire, docteur en écologie. Que pensez-vous des annonces? Finalement, on les découvre, mais on savait. Hein. Le gouvernement a écarté l'idée d'instaurer une journée sans chasse, veut mieux encadrer la pratique, volonté de l'interdire sous l'emprise de l'alcool. Entre nous, heureusement que les chasseurs ne chassent pas ivres. Heureusement, parce que ça, franchement, interdire la chasse sous l'emprise de l'alcool, bien, renforcer les règles de sécurité et mieux informer le public via une application sur smartphone. Qu'en pensez-vous, Michel Gauthier-Clerc ? Je vais revenir sur le jour sans chasse. Ça serait pas une révolution de l'avoir fait. Ça a été fait il y a plus de 20 ans. Ça a été dit au début de l'émission. Et c'était François Patria, qui est un proche d'Emmanuel Macron, qui est actuellement sénateur. Et c'est lui qui avait fait dans son rapport la proposition du jour sans chasse. Ça avait été mis en application de 2000 à 2003. C'était le mercredi pour le jour des scolaires. Donc c'était quelque chose qui avait été admis. À l'époque, c'était déjà les fédérations de chasseurs qui avaient fait pression lors du changement de majorité. Le jour sans chasse avait été enlevé, mais il y avait une contrepartie à l'époque qui avait été demandée, c'était que les fédérations de chasse, les chasseurs, aient des concertations locales, notamment dans les communes, alors on parle toujours des usagers, que ce soit les vététistes, ceux qui font du cheval, mais les habitants, tout simplement, des communes, qui se promènent chez eux. Aussi par la loi Verdeil, donc c'est le fait que sur à peu près un tiers de la France, si vous êtes propriétaire, les chasseurs n'ont pas à vous demander l'accord pour chasser. Donc c'est ces concertations locales qui devaient être mises en place, qui n'ont pas eu lieu. On est 20 ans après, et le même François Patria à l'époque, qui pourrait encore conseiller Emmanuel Macron actuellement, disait que si les responsables de la chasse refusaient tout dialogue et n'entamaient pas ce dialogue, il y avait un risque de conduire à l'extinction de la chasse. C'est ses propres paroles. Et je pense que c'est le problème majeur actuellement, c'est de rester sur des positions complètement figées. Et la plus grande menace pour la chasse, actuellement, il y a une déconnexion de plus en plus importante. Est-ce que vous dites que la plus grande menace pour la chasse, ce sont les chasseurs ? C'est mon livre. Pour moi, c'est le fait de rester comme ça, figé depuis 20 ans. Vous avez la société qui évolue. Alors, les pratiques de chasse aussi évoluent, c'est-à-dire qu'en campagne, quand vous aviez le petit chasseur tout seul avec son chien qui va au merle ou qui va au lièvre, il passait assez inaperçu. Maintenant, on est avec des battues très bruyantes, qui occupent des grands espaces. Et en fait, la sécurité, elle est surtout assurée par les habitants en fait des communes. Donc, on sait comment. Moi, j'habite en village. On sait comment faire quand on évite en fait les zones de chasse, quoi. Donc, il y a cette déconnexion en fait de plus en plus avec les habitants même des milieux ruraux, parce que les chasseurs sont de plus en plus, il y en a de plus en plus qui sont citadins, qui sont aussi ce qu'on appelle nomades. C'est notamment le fait d'avoir baissé le permis national pour permettre aux chasseurs d'aller sur l'ensemble de la France. Donc il y a cette concertation et ce lien avec le tissu rural qui commence à être de plus en plus distendu. Ce dialogue qui n'est pas ouvert, et c'est un gros problème pour la chasse même. Et oui, un gros problème pour la chasse en elle-même. Non, vous n'êtes pas d'accord, Nicolas Rivet? Alors, d'abord, je voudrais revenir quand même sur l'instauration... Il y a de moins en moins de chasseurs. Oui. Alors, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a des efforts à faire en termes de communication locale. Et ça, on en est tout à fait d'accord, au-delà des applications. C'est pour ça qu'on a initié ce dialogue avec les différentes fédérations, pour que ce soit aussi local. De façon que dans les communes aussi, les sociétés de chasse... Vous avez des habitants qui ne qui ne sont pas vététistes et Bien qui sûr. tout à coup sont en famille et ont décidé d'aller se promener le dimanche après-midi. Tout à fait. Et lorsqu'ils partent se promener le dimanche après-midi, il y a des zones qui leur sont interdites. C'est pour ça qu'il faut qu'on communique beaucoup plus sur les zones Mais qui sont chassées. est-ce que c'est pas privatiser la nature à votre profit pour un loisir? Alors, franchement, d'abord, c'est pas uniquement un loisir. Je rappelle aussi qu'on a un rôle de régulation par rapport aux grands animaux. On nous demande, il y a un vrai paradoxe, parce que on nous demande aussi de chasser plus les agriculteurs, les forestiers, eu égard aux différents dégâts qui sont causés par ces grands animaux. Et en parallèle, on voudrait qu'on chasse moins. Donc comment est-ce qu'on fait? Parce que ce sont les mêmes qui demandent des battues supplémentaires qui ensuite disent qu'il faut chasser moins. Donc il y a aussi quand même une vraie question à se poser, d'autant plus qu'il y a le sujet des collisions routières sur lequel je souhaiterais revenir. Il n'y a pas que la régulation des animaux pour l'indemnisation et par rapport aux dégâts. Il y a les collisions routières. Il y a à peu près 10 000 collisions routières par an. Entre des voitures et des grands animaux. Il y a plus de 10 morts par an. Ça a été dit, il y a plus de morts
par des collisions routières avec des animaux sauvages qui sont à la chassés, généralement. généralement, Non, qui sont hors de la suivis, chasse. qui sont effrayés. Mais non, si vous allez voir, c'est des accidents qui ont lieu la nuit, parce que les populations bougent la nuit. Si vous connaissiez un peu la nature, vous sauriez ça. Il est 11h18. Christophe Marie va pouvoir répondre, Michel Gauthier-Clair aussi, et puis nous allons prendre Michael, qui est chasseur en Dordogne et qui a créé une application pour chasseurs et amoureux de la nature. Une application, hein, c'est ce que voudrait le gouvernement, hein, une application sur smartphone. Bien, Michael a créé une application. À tout de suite, 11h18. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Débat autour de la chasse. Vous savez que le gouvernement a finalement écarté, on a eu l'information il y a quelques minutes, l'idée d'instaurer une journée sans chasse, mais veut mieux encadrer la pratique avec la volonté de l'interdire sous l'emprise de l'alcool, de renforcer les règles de sécurité et de mieux informer le public via une application sur smartphone. Le gouvernement estime que l'interdiction de la chasse ce dimanche n'est pas un sujet tabou, mais ne va pas jusqu'à l'interdire. Michael est chasseur en Dordogne. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Vous avez créé une application pour chasseurs et amoureux de la nature. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Mais écoutez, tout simplement, la dernière, en rentrant de la chasse, ma femme devait aller se balader et elle a eu peur de sortir parce qu'on chassait. Et l'écart entre sa perception des choses et le risque réel qu'elle encourait était pour moi vraiment décalé. Et après, il y avait beaucoup de personnes dans ce cas-là, donc j'ai développé une application qui permet de géolocaliser la zone qu'on chasse en temps réel. Et lorsque les personnes arrivent à proximité, ils reçoivent une alerte. Et si jamais ils se trouvent dans la zone qu'on a sélectionnée, nous aussi on reçoit une alerte et la personne est géolocalisée dans la zone. Et on saura si c'est un piéton, un vélo, un cavalier, suivant comment il s'est enregistré dans l'application. Oui. Alors Michael, c'est très bien, mais malheureusement, nos smartphones ne passent pas partout. Oui, tout à fait. C'est un problème qu'on doit prendre en compte. Après, il y a plusieurs personnes qui peuvent gérer l'application, donc qui va permettre de diffuser l'information ou de recevoir les informations plus rapidement. Oui. C'est-à-dire des dizaines de personnes, d'accord, mais enfin, si ces personnes ne peuvent pas joindre la personne qui est dans une zone de chasse, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, oui, il y aura toujours un décalage au niveau de la réception. La géolocalisation marchera toujours, mais les notifications arriveront en décalé. Oui. Mais c'est toujours mieux que de ne pas avoir d'informations, du tout. Oui. C'est toujours mieux que de ne pas avoir d'informations. Est-ce que vous êtes favorable à une journée sans chasse ? Concrètement, je dirais que non. Je dirais que Pourquoi ? non, parce que moi, j'ai que le dimanche pour aller chasser. Et donc, je vois mal poser un jour de congé pour pouvoir aller chasser, quoi. Voilà. Est-ce que vous en discutez en famille ? En famille, oui, bien sûr. Et j'imagine qu'il y a débat autour de la table, hein, Michael ? Oui, tout à fait. Non, après, je suis issu d'une famille de chasseurs, donc oui, le débat, bien ça sûr. va aller dans le même sens. Bien mais sûr. bon, je suis quand même à l'écoute, vous voyez, de la remarque qu'a pu me faire ma femme et même d'autres personnes, quoi. Parce que justement, l'application évolue pour essayer de convenir à tout le monde, quoi. Oui, mais je comprends. Non, je vous dis ça parce que vous êtes en Dordogne, zone rurale, et effectivement, les débats sont plus forts en zone rurale qu'en ville, parce qu'en ville, finalement, on n'est pas tellement confronté à la chasse. Tout à l'heure, j'aborderai la chasse à courre. Est-ce qu'il faut interdire la chasse à courre ? Et d'autres chasses. Je rappelle que 64 espèces d'oiseaux sont chassées en France, beaucoup plus qu'ailleurs en Europe. Patrick est avec nous. Merci, Michael. Patrick, vous êtes dans les Landes, à Jetmo. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour. Alors, que dites-vous, Patrick? Vous avez entendu les mesures. Le gouvernement a écarté l'idée d'instaurer une journée sans chasse, veut mieux encadrer la pratique avec la volonté d'interdire la chasse sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants, de renforcer les règles de sécurité et de mieux informer le public via une application sur smartphone. Votre réaction, Patrick? Mais oui, tout étant dans la communication pour la problématique de l'alcool, on ne peut être que d'accord. Dans le passé, on sait très bien qu'il y a eu des dérives, mais notre monde de la chasse change beaucoup. En ce qui concerne par contre l'arrêt de la chasse sur une journée, c'est vrai que nous, on est très fortement choqués parce qu'on sait très bien que derrière cette idée se cache une seule envie. Et Aymeric Caron n'hésite pas à le dire. Cette envie, c'est tout simplement de pouvoir éviter de transmettre notre passion à nos enfants.
Et ça, c'est insupportable. Après, bon, tout est dans la communication. Vous savez, j'entendais tout à l'heure M. Marie qui disait que le monde rural, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre les chasseurs. Mais on ne doit pas vivre dans le même monde. Je peux vous assurer que sur mon secteur, une très grande majorité des habitants soutiennent les chasseurs. Ou alors notre belle Chalosse n'est pas représentative de la France rurale. Tout est dans la communication et nous devons faire des efforts. Et nous faisons des efforts. Bien, oui. Répondez alors. Moi, je réponds que, alors, effectivement, le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, et donc, je le rappelle. Donc, effectivement, on nous dit il ne faut pas interdire la chasse tel jour, etc. Mais nous, enfin, à titre personnel, moi, je m'interdis de sortir en forêt pendant 6 mois de l'année avec mon chien parce que justement, j'entends des tirs à droite à gauche. Et je dis la forêt, mais il n'y a pas que la forêt. Quand on est à la campagne, quand on se promène sur des chemins de campagne avec justement des cultures autour, ça tire dans tous les sens. Donc, c'est-à-dire que parfois on peut avoir peur, effectivement, s'il y a une chasse à proximité. Mais bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est quand même aussi un sentiment. Alors après, on nous dit, oui, c'est pas véritablement un danger, c'est un sentiment d'insécurité. Mais les accidents, il y en a tout de même. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas autoriser justement aux non-chasseurs de profiter de la nature. Et au-delà de ça, effectivement, le plan chasse, nous, on attendait aussi des mesures pour remettre en cause certaines pratiques de chasse qui sont choquantes. Parce que la société évolue beaucoup, notamment dans son rapport à l'animal, et des situations qui étaient acceptées et acceptables il y a quelques années, y compris des pratiques de chasse, dérangent aujourd'hui. Quand on parle du déterrage, quand on parle effectivement de la chasse à courre ou d'autres types de chasse dites traditionnelles, en tout cas cruelles, elles dérangent et donc elles devraient être mises en cause aussi aujourd'hui. Et puis, ça m'amuse toujours quand on parle de régulation des populations animales. Il ne faut pas oublier que si on prend les faisans, par exemple, 9 faisans sur 10 tués à la chasse provient d'un élevage intensif. On est comme des animaux qui sont élevés au grain, qui sortent de leur cage et allez-y qu'on tire dessus. Donc comme le dit Willy Schren, j'en ai rien à foutre de réguler. Effectivement, son plaisir, c'est d'aller tuer des animaux. Et puis quand on a des animaux qui sont au grain, il suffit de... Enfin là, on fait un baltrap dans un poulailler, dans certains cas. Donc ça, c'est pas de la chasse. Enfin, en tout cas, c'est pas un intérêt de régulation, mais malgré tout, c'est une pratique qui est très généralisée. Alors, je précise qu'il y a un territoire, la Sologne, qui est clôturé et qui ne le sera plus prochainement, je crois. Je crois qu'il y a une proposition de loi qui est en cours de discussion. Qui est en cours, mais qui ne vise pas tout l'engrillagement. Il faut une certaine hauteur, etc. Et donc, ça ne va pas régler le problème véritablement, mais c'est un véritable problème pour la biodiversité, pour effectivement une forme de consanguinité lorsque le gibier est gardé dans un enclos. Et cette proposition il pourra circuler librement, le gibier, à partir du moment où cette loi sera mise en application. Elle passe en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à la fin. Elle n'interdit pas tous les formes de grillagement. Et les enclos ne sont pas remis en cause. Tout ce qui est enclos de chasse, et il y en a beaucoup en France, ne sont pas remis en cause par cette loi, alors que Barbara Pompili s'était pas du tout. Je travaille sur le texte aussi. Il y aura toujours des chasses privées, bien sûr, des lieux. Ce qui n'est pas remis en cause, c'est ce qui est antérieur à 30 ans. Donc la plupart de ce qui... Mais non, mais vous dites n'importe quoi, monsieur Marie. N'importe quoi. Alors, Michel Gauthier-Clair, je reviens. Vous écoutez. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Ce sont les chasseurs qui menacent la chasse. Vous dites la chasse populaire. Je dis bien la chasse populaire risque la disparition. Selon la tendance actuelle, écrivez-vous, il n'y aurait plus que 600 000 chasseurs d'ici 15 ans. Oui, c'est la tendance actuelle. Alors, ce qui se passe, je vais revenir sur le jour sans chasse. Oui. Le besoin en fait, de concertation locale, c'est aussi ce qui avait été pointé dans le rapport du Sénat. C'est-à-dire, on peut décider, depuis en haut, que ça va se passer comme ci, comme ça. Mais ce qui se passe, ça doit se faire au niveau aussi des communes, que les chasseurs et les habitants puissent aussi se mettre d'accord sur l'utilisation de l'espace dans le temps et dans l'espace. Et c'est ça qui manque actuellement. Donc, on va donner des exemples. Vous voyez, dans tel territoire, on va dire, ça se passe bien. Il y a plein d'autres territoires où ça se passe mal. Et si on prend par rapport à la chasse populaire, si on compare avec les chasses, je dirais, de personnes très aisées, je prends par exemple des territoires de Camargue, interdire, vous avez des territoires qui font 200
hectares avec des propriétaires qui chassent dessus. Vous n'avez pas le droit d'y aller de toute façon. Interdire la chasse le dimanche, de toute façon, ça ne change pas la sécurité puisque les gens n'y vont pas. Par contre, dans les autres territoires, et notamment ceux soumis à la loi Verdeil, où vous avez ces nécessités d'avoir des compromis, il faut que ça puisse discuter. Et je pense au niveau des communes, c'est ce qui était proposé aussi par le Sénat. Si les habitants sont d'accord que ça chasse tout le temps, voilà. Revenir aussi à une démocratie un peu par le bas, démocratie participative, et aussi que les propriétaires aient la possibilité de dire non, je ne voudrais pas qu'on chasse chez moi dimanche. Ça ne veut pas dire qu'il est anti-chasse. Ça veut dire j'aimerais bien pouvoir aller me promener chez moi juste ce dimanche. Ce qui est actuellement pas le cas pour les petits propriétaires qui sont moins. Mais vous savez très bien que la majorité des propriétés, les propriétés ne sont pas bornées. Michel Gauthier-Clerc. Donc il est très difficile pour un propriétaire de dire je n'ai pas envie qu'on vienne chasser chez moi le dimanche. Les chasseurs connaissent en général très bien le cadastre d'une commune. C'est vrai. Parce que Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, nous en parlerons dans la deuxième demi-heure, c'est que c'est vrai que il y a ce débat sur les pratiques de la chasse, mais ce que vous soulevez évidemment dans votre livre, Michel Gauthier-Clerc, c'est le débat s'est transformé aujourd'hui et porte plus sur l'acte même de tuer un animal sauvage par loisir. C'est donc un débat même philosophique aujourd'hui. C'est ce deuxième débat que nous allons ouvrir entre 11h30 et midi avec tous nos invités. À tout de suite, et vous intervenez encore une fois. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Tuer un animal sauvage pour son loisir, pour un loisir. C'est un débat qui est ouvert. Faut-il tuer des animaux sauvages pour satisfaire son loisir? Le débat est ouvert. Et notamment à propos, la chasse à courre. On ne parle pas d'ailleurs dans ce plan de la chasse à courre ou d'autres chasses aux oiseaux. Je ne vois rien pour l'instant, mais peut-être que ça va être évoqué plus tard. Est-ce qu'il faut interdire la chasse à courre Nicolas Rivet, vous êtes directeur général de la Fédération nationale des chasseurs. Monsieur Bourdin, vous imaginez bien que je vais vous répondre par la négative sur cette question. Mais comment pouvez-vous défendre la chasse à courre? Je pense, si vous voulez, aujourd'hui qu'il y a quels sont les arguments? Il y a une vraie question philosophique que vous soulevez. En fait, c'est le rapport à la mort de notre société. Et en fait, dans notre société, la mort est complètement évacuée. On ne s'occupe plus de ces morts, on ne veut pas les veiller, on les a plus chez soi, ils sont mis loin, on s'en occupe pas. Et le rapport à la mort a complètement évolué. Donc on ne voit plus comme ça pouvait se faire autrefois le lapin qui était tué par la fermière avec les enfants autour. Tous ces aspects-là a été complètement gommés de la société. Et aujourd'hui, on est dans un monde aseptisé où on est dans le zéro mort, le zéro. Donc c'est bien de poursuivre un cerf je parle pas de la chasse à courre, je parle de manière générale. Non, mais moi je vous parlais de la chasse à courre parce que vous me dites je suis contre l'interdiction. Mais j'attends les arguments. Pourquoi? Parce que d'abord c'est une chasse patrimoniale qui en fait reproduit ce qui existe dans la nature. Il n'y a rien de tel qu'une meute de chiens qui court après un cerf, c'est exactement la même chose. C'est organisé quand même. Une meute de loups qui court après le même cerf. Après ça, vous avez une vision fausse de la chasse à courre parce que sur la majorité des équipages de chasse à courre, il y en a à peu près 400. Plus de la moitié, il y en a 240, ce sont des équipages à pied. Ce ne sont pas des équipages à cheval. Vous avez l'image de la chasse à courre, des gens qui sont montés. J'ai assisté, j'ai participé à 2 chasses à courre dans ma vie. Des chasses à courre à pied. J'ai vu ce que c'était. Est-ce que vous avez participé à des chasses à courre à pied? À pied, à pied et une. On n'était pas à cheval, mais les chasseurs étaient à cheval. Nous, on suivait avec des 4x4. Mais à pied, vous ne suivez pas en 4x4. À pied, vous courez derrière l'animal. Vous êtes au même niveau. Vous avez une meute de chiens qui court après. Oui, il y a des chiens qui le court, lièvre, c'est pas le chasseur qui court, mais ça dépend qui. Mais en tout cas, c'est une chasse qui est très populaire, cette chasse à courre à pied, cette chasse à court aussi à cheval. Elle est aussi non. Il y a tout un tas de personnes, il y a beaucoup de suiveurs, de personnes qui apprécient et qui suivent ça par rapport aux traditions, par rapport au travail du chien, parce qu'à chaque fois en même temps, la chasse à court, en plus, il y a une vraie chance pour l'animal d'échapper à ses poursuivants. Et donc l'animal a toutes ses chances. La plupart du temps, d'ailleurs, je crois que c'est 2 fois sur 3, l'animal réussit à s'échapper.
En fait, déjà, effectivement, il y a une grosse opposition des Français sur la question, mais surtout, c'est une chasse particulièrement cruelle parce qu'effectivement, on n'est pas dans la régulation, c'est juste de le plaisir de faire en sorte que l'animal est à ce point stressé. Alors, quand vous dites, il y en a qui échappent peut-être, mais qui vont mourir derrière un bosquet. Moi, j'ai vu une fin de chasse à courre quand j'étais enfant, au collège. Le cerf arrivait, j'habitais à Beaumont-le-Roger, dans l'Eure. Le cerf arrivait avec tous les chiens derrière. Ils l'ont donc tué dans la cour de récréation avec le corps récupéré par les gendarmes. Donc c'est aussi ça la chasse à courre, c'est un mépris total de la population. Combien de cerfs arrivent à finir à Creil il n'y a pas longtemps qu'on l'a réformé. Oui, c'est pour ça qu'on l'a réformé et qu'on a modifié l'arrêté. Vous n'avez plus le droit. Vous n'avez plus le droit de servir un animal à proximité des zones habitées. Oui, bien sûr. Ça c'est produit récemment. Ça c'est produit. Il y a même le maire. Non, justement, il y a eu un montage qui a été fait par rapport à ça. Oui, tout à fait. Non, ça continue à se produire. Mais là, en l'occurrence, en plus, pour vous donner un exemple autre, là, par rapport aux chiens qui suivent le gibier, là, actuellement, il y a une PPL. Demain, elle passe en commission des affaires économiques pour interdire les colliers avec décharge électrique et étrangleur pour les chiens. Vendredi, Willy Schren est interrogé, est auditionné, et c'est le seul à avoir dit non, moi, je suis pour le maintien des colliers à décharge électrique maximum, en plus, la décharge, pour les chiens d'arrêt, les chiens qui suivent le gibier pour pouvoir les arrêter. Parce que s'ils sont trop proches des routes, etc. Donc ça veut dire que le chasseur, déjà, il se préoccupe pas de savoir s'il est proche d'une route et qu'il est prêt à tirer sur quelqu'un qui passe, comme ça arrive de temps en temps. Mais là, il est le seul. Monsieur Marie, vous êtes caricatural. Non, pas caricatural. C'est Willy Schren qui est caricatural. Votre courrier que vous avez envoyé, votre lettre ouverte à Macron. C'est lui qui est intervenu dans ce sens-là vendredi. Et Anne Lorblin. Le président Schren a dit qu'il était favorable à cette PPL. Vous pouvez déjà commencer par ça. Qu'il était favorable à cette PPL. Oui, mais sauf pour les chiens de chasse. Il a demandé à ce que dans certains cas, on puisse maintenir le collier pour des questions de sécurité du chien. Parce que ce qui se passe. Mais bien sûr que si. Sécurité du chien, n'importe quoi. Donc là, il y a Anne Lorblin au bord des routes et qui traversent les routes, donc ils risquent de se faire taper dessus. Une députée bon toutou de Willy Schren qui vient de déposer un amendement pour essayer de maintenir une dérogation pour les chiens de chasse. C'est la même députée, la seule qui avait voté contre la loi de lutte contre la maltraitance animale qui a été adoptée en novembre dernier, donc en novembre 2021, la seule députée. Et là, elle dépose un amendement qui a été rédigé par Willy Schren. Bon, mais j'en reviens au débat un peu plus philosophique. Tuer un animal sauvage par loisir. C'est le débat du jour, Michel Gauthier-Éclair. Là, je vais parler avec ma casquette vétérinaire. Voilà. On nous met souvent l'argument qu'on serait déconnecté, enfin les gens seraient de plus en plus déconnectés de la mort, ne vivraient plus la mort. On est tous confrontés à la mort, la nôtre ou des proches et de nos animaux. On est tous confrontés à la mort. Le problème, c'est pas la mort, c'est comment, c'est limiter la violence et la souffrance vis-à-vis des animaux. Et ça, je pense que c'est quand même un peu dans le sens de la société, de l'évolution, c'est qu'on essaye quand même de limiter cette violence et cette souffrance vis-à-vis des autres et des animaux. Et c'est là où la chasse à courre, mais aussi le déterrage, par exemple des blaireaux, est quelque chose qui est, pour moi, en tant que vétérinaire, totalement inadmissible, puisqu'on a une souffrance des animaux extrêmement violente. Ensuite, il y a un autre problème qui est le statut juridique des animaux sauvages. Donc les fédérations de chasseurs, mais aussi quelqu'un comme Gérard Larcher, qui est vétérinaire, va s'opposer avec tout son poids pour que les animaux sauvages aient un statut d'animal sensible. C'est-à-dire qu'actuellement, un animal sensible, un animal sauvage, n'est pas considéré comme pouvant avoir de la souffrance. Donc il y a ce statut juridique qui pose un problème et sur lequel il va bien falloir évoluer. Et l'autre chose, donc il y a limiter la souffrance, ça c'est quelque chose pour la société qu'on essaye en général qui est assez admis. Et puis ensuite, est-ce qu'on peut aussi, alors c'est l'autre question, les chasseurs, va falloir qu'ils arrivent à convaincre la société qu'on peut aussi tuer, là je parle pas de la souffrance, par plaisir, par loisir pendant ces congés, pendant ce week-end. Dites-moi, comment réguler le gibier ou certains gibiers? Comment faire? Michel Gauthier-Éclair. Je dis comment faire pour réguler dans la nature?
Moi, je vais distinguer quand même. Alors, dans le livre, je distingue bien ce qui est de la chasse, que moi je considère comme un loisir, et la régulation. Voilà. La régulation des animaux sauvages, on en fait. Je veux dire, quand vous régulez les rats dans la ville par exemple de Paris, on fait pas appel aux chasseurs, on fait de la régulation. C'est quelque chose qu'on est. Alors après, ça peut être contesté, mais moi que je considère comme indispensable. C'est indispensable, Michel Gauthier-Clair. Par rapport à des activités, par rapport à du économique, par rapport à du sanitaire, on peut aller là-dessus. Après, la chasse en France, la majorité des animaux qui sont tués ne sont pas tués pour de la régulation. Hein. On nous met toujours ça comme d'utilité, d'utilité publique. La très grande majorité des espèces sont des oiseaux sauvages. En nombre aussi, ce sont des animaux qui sont tirés par loisir. Donc la chasse, c'est principalement un loisir. Et les chasseurs sont les premiers à ne pas aimer. À contester des fois d'être obligés d'aller réguler, ils vont appeler ça de l'abattage et non plus de la chasse. Moi, dans mes Cévennes, on régule le sanglier. Hein. Complètement, oui. Mais alors typiquement, le sanglier fait partie de ces espèces à problème pour le monde agricole, sur lequel il y a une demande de faire diminuer les populations. Oui. Et effectivement, c'est là qu'il est demandé par l'État aux chasseurs de faire cette action. Mais dans la base de ce que la chasse n'est pas de la régulation. La chasse reste un mais les chasseurs eux-mêmes revendiquent ça, hein, que c'est leur plaisir, leur loisir, et ils n'ont pas envie de devenir des régulateurs, et même ils vont dire abatteurs, hein, des fois. Oui, je comprends. Vous n'avez pas envie d'être des régulateurs, vous les chasseurs? On est quelque part des régulateurs, mais oui, mais vous n'avez pas envie de devenir des régulateurs. Quand on dit ça, c'est pour nous, c'est pas un métier. C'est pas un métier, et c'est pour ça. Non, c'est une utilité. Voilà, c'est pour ça qu'on veut que ça reste une passion, et en même temps, c'est un besoin pour la société de réguler, comme vous l'avez dit. Bien, 11h44. Aymar est avocat au barreau de Paris. Il faut lutter contre les accidents de chasse, dit-il, réduire les comportements accidentogènes et multiplier les stages de sensibilisation, même après le permis chasse. Aymar est avec nous, et Jérôme aussi, qui est à Montpellier, qui est randonneur. J'aime la liberté, les randonneurs, tout comme les chasseurs, ont des règles à respecter, va nous dire Jérôme. Il est 11h45, midi moins le quart. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. La chasse, interdiction de la pratique sous l'emprise de l'alcool, mais la journée de chasse, de non-chasse, est écartée par le gouvernement. Aymar, vous êtes à Paris, avocat au barreau de Paris, bonjour. 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 Alors vous dites il faut lutter contre les accidents de chasse, et pour cela, réduire les comportements accidentogènes, multiplier les stages de sensibilisation, même après le permis de chasse. Aymar, vous précisez ? Oui, absolument. Je pense que le problème fondamental, c'est que la population des chasseurs est extrêmement large. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le permis de chasse a réellement été introduit, l'examen en tout cas, en 1976. Ça veut dire qu'a priori, toutes les personnes qui sont nées avant 1960 n'ont même pas passé le permis. Concernant, j'ai passé le permis il y a 20 ans, et à cette époque, on a introduit par première fois un stage de sensibilisation à la sécurité à la chasse. Oui. Et ce stage est devenu un examen qui est devenu sanctionné depuis. Mais il y a donc une grande partie des chasseurs qui n'ont jamais été formés à la sécurité. Le gouvernement, il y a maintenant 2 ans, a instauré cette obligation pour que les chasseurs se forment sous 10 ans. Moi, je pense que la priorité, c'est justement de sensibiliser les populations, et moi d'ailleurs compris d'ailleurs. Par exemple, pourquoi 10 ans, pourquoi pas le faire sous 2 ans, par exemple, ça serait beaucoup plus intéressant. Tendre vers l'absence d'accidents de chasse, comme le souhaite le gouvernement, me paraît improbable, sachant qu'il y a à peu près 1 million de chasseurs et qu'il y a des centaines de millions de balles qui sont tirées. Et la chasse, qui est la deuxième activité préférée des Français, malgré ces centaines de millions de balles et de cartouches qui sont tirées chaque année, c'est la seule activité où on peut quasiment dénommer les victimes par leur nom, parce qu'il y a moins d'accidents, il y a moins de 10 morts par an. C'est déjà trop, mais et dont 1 ou 2 non-chasseurs par an, puisque les 90% des accidents ont lieu entre chasseurs. Et la plupart d'ailleurs sont des auto-accidents. Je pense que c'est ça la priorité. La contravention, puisque apparemment ce ne serait pas un délit dans un premier temps de délit académie, paraît absurde, puisque dans 93% des cas, et ça ressort du rapport du Sénat de septembre 2022, expose parfaitement que dans 93% des cas, les chasseurs sont à jeun.
Donc, je pense que les mesures ne vont pas dans le sens qui va vers la réduction des accidents. Et parce qu'en sens, c'est un coup d'épée dans l'eau, là, Aymar, hein, non? Parce que je vois renforcer les règles de sécurité, ça ne veut rien dire du tout. Mieux informer le public via une application, on l'a dit tout à l'heure sur smartphone, bon, ça peut marcher dans certains coins, mais ça ne marchera pas partout. Et puis, évidemment, interdire sous l'emprise de l'alcool, mais ça me paraît quand même parfaitement logique. Enfin, je sais pas. Enfin, ou alors je suis inquiet. Ou alors on doit être inquiet. Hein. Oui, mais c'est absurde parce que en fait, pourquoi les chasseurs sont pas plus alcooliques que les autres? C'est juste que la chasse a lieu le matin, en fait. Et la plupart des gens ne boivent pas d'alcool au petit déjeuner. Donc effectivement, si c'est la mesure phare du gouvernement pour réduire les accidents, effectivement, ça ne servait à rien. Et le problème, moi, ce qui me soucie, c'est plutôt que, en fait, parce que ça ne va avoir aucun impact. D'ailleurs, le gouvernement l'avait lui-même annoncé. C'est une mesure de communication. Eh bien, on va repartir sur d'autres mesures qui pourront éventuellement être beaucoup plus dures. Aujourd'hui, les chasses cette année sont déjà parfaitement adaptées. En fait, les repas de chasse ont lieu après la chasse. Et le problème, c'est que ça tend à ce que les gens prennent la voiture après. Donc, moi, je pense vraiment qu'on ne peut pas supprimer les accidents parce qu'il y en a nécessairement contre toute activité humaine. Par contre, on peut sensibiliser les chasseurs à réduire les accidents. Par exemple, les règles de 30 degrés, l'absence de tir dans la battue, ne pas se déplacer de son poste, assurer une visibilité avant de tirer. Voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut sensibiliser les gens. Les tirs fichants aussi. Merci, Aymar. Vous entendez ce que dit Aymar? Ce plan ne sert à rien. Il dit en revanche, on peut encore travailler avec les chasseurs pour encore mieux les sensibiliser. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez me dire oui, Nicolas Rivet. Alors, ce que dit Aymar est déconnecté. Il connaît une partie de la chasse, mais il connaît pas toute la chasse. Après ça, moi, je voudrais revenir justement sur ses propos. Il y a 3 ans, à la demande de Willy Schran, on a mis en place une formation permanente, une mise à niveau, une remise à niveau du chasseur tous les 10 ans, parce que là, comme pourquoi tous les 10 ans? Pourquoi pas tous les 5 ans? Parce qu'on a 1 million de personnes, et donc pour les faire passer, c'est compliqué en termes de faisabilité, en termes de disponibilité. Et c'est obligatoire ou pas? C'est obligatoire. Donc tous les 10 ans, vous devez faire cette formation. On a déjà passé, depuis 1 an et demi, on a passé un peu plus de 130 000 personnes qui ont suivi cette formation, de façon justement à sensibiliser les chasseurs, comme l'a dit Aymar, certains n'ont pas passé le permis ou ont perdu de vue toutes les règles élémentaires de sécurité. Et dans la plupart des cas, les accidents, ils sont dus au non-respect des règles élémentaires de sécurité. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on accentue notre travail. C'est là où il y a un vrai travail par rapport à la sécurité à faire. Parce qu'on voit bien, si vous commencez avec votre voiture à griller les feux rouges et les stops, la probabilité que vous ayez un accident, elle s'accroît. Et là, c'est pareil. Si on ne respecte pas l'angle des 30 degrés, si on fait des tirs directs, il y a un risque d'accident réel. Bien. Michel Gauthier-Clerc, c'est la solution? C'est la solution pour vous? Multiplier les stages de sensibilisation, responsabiliser toujours plus le chasseur? Mais tout ce qui peut être fait dans le sens de la sécurité est bon à prendre, hein, mais je reviens quand même sur quand les chasseurs disent qu'il faut communiquer, mais c'est pas seulement ça, c'est plus que communiquer, c'est se concerter en fait. C'est-à-dire que les accidents, c'est vrai, ont baissé en fait depuis 20 ans. Oui. Mais c'est la tolérance en fait, le seuil de tolérance, mais des habitants même. Hein, c'est pas. Il y a toujours ce message de dire que ça serait des citadins déconnectés qui vont en ville, mais non, c'est les habitants même des territoires ruraux qui ont de plus en plus de mal à accepter ce qui se passe. Donc il y a une concertation à faire, et surtout des compromis à faire par le monde de la chasse. Ça fait 20 ans, ou plus, et des décennies qui ne veulent pas bouger, et à un moment donné, il va falloir bouger assez fortement. Mais bouger comment, Michel Gauthier-Clerc, bouger comment? Mais je reprends sur l'utilisation de l'espace. Si vous voulez, s'il n'y a pas de discussion, par exemple avec les propriétaires, s'il n'y a pas ces compromis en fait avec les usagers sur la sécurité, ça ne bouge sur rien. Alors c'est à la fois l'utilisation de l'espace, mais c'est aussi sur là on est passé un petit peu vite, mais surtout ce qui est la conservation des espèces en danger, de continuer à tirer des espèces qui sont en danger. On est les seuls en Europe à continuer à tirer ces espèces-là. Des périodes de chasse qui peuvent être
aberrante par rapport à d'autres pays. Donc c'est cette évolution qui n'a pas eu lieu et qui fait que maintenant, et il y a eu des alertes, François Patria lui-même, je cite des chasseurs, oui. avait alerté là-dessus, que s'il n'y avait pas de concertation, de discussion, pas d'évolution, on arrive à des situations comme maintenant où les chasseurs vont se plaindre de chasse bashing. Mais effectivement, là, il y a un problème qui date depuis 20 ans de ne pas avoir discuté, de ne pas avoir évolué sur plein de choses, l'éthique, la conservation de la biodiversité, le partage de l'espace. Christophe Marie. Oui, tout à fait. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, effectivement, la France est le pays qui chasse le plus d'espèces, et notamment des espèces qui sont sensibles au niveau des populations d'oiseaux. Est-ce acceptable, ça ? Est-ce acceptable ? Je m'adresse à Nicolas Rivet. Que l'on chasse encore des espèces qui sont en voie de disparition. Tout ça s'explique par la géographie. Ce qui se passe, c'est que on est une zone, et Monsieur Gauthier-Clerc connaît bien ça. On est une zone de carrefour de migration, un carrefour migratoire, et pas que pour les oiseaux. On n'est pas obligé de tirer au et après ça, on a quatre biotopes différents, ce qui explique pourquoi on a autant d'espèces aussi qui sont chassables en France par rapport à d'autres pays européens. On a 4 biotopes. Je connais bien ça, mais alors que les autres, le courlis cendré. Le courlis cendré, il y a un moratoire, Monsieur Gauthier-Clerc. C'est Willy Schramm qui a souhaité mettre en place la gestion adaptative. Donc il y a un moratoire. Après ça, nous, ce qu'on aimerait bien dans cette gestion adaptative, c'est qu'à un moment donné, qu'il y ait un feu orange en fonction de l'état de conservation des espèces, et c'est normal qu'on interdise temporairement la chasse de cette espèce, mais qu'on s'attaque aussi aux vraies questions. L'UICN le dit bien dans son rapport. Et les vraies questions, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des espèces qui sont en mauvais état de conservation ? C'est la disparition des habitats et c'est l'artificialisation des sols, pardon. Et c'est pas la chasse qui est en cause dans la plupart des cas. Voilà. Donc après ça, qu'on limite et qu'on mette en place cette gestion adaptative qui est quelque chose d'intelligent et de raisonné. Bien, un mot ça a capoté, puisqu'en fait les scientifiques n'ont pas été écoutés. Vous savez, on peut faire tout l'historique de ce qui s'est passé. Donc les chasseurs ont bloqué ce comité avec les scientifiques qui ont démissionné, et actuellement le comité de gestion adaptative est arrêté puisque les scientifiques ne peuvent plus y participer de façon avec la méthode scientifique. Voilà, on connaît l'historique depuis 3 ans. Bien, merci Michel Gauthier-Clerc. Les chasseurs ont-ils tué la chasse ? Vous posez la question, c'est parce que c'est l'avenir de la chasse qui est en question, évidemment. Merci Michel Gauthier-Clerc, Christophe Marie, merci. Porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, Nicolas Rivet, directeur général de la Fédération nationale des chasseurs. Je prendrai Jérôme qui voulait intervenir, mais nous n'avons plus le temps malheureusement, il est 11h57. Je prendrai Jérôme juste après les informations de midi. À tout de suite.